Bonjour et bienvenue dans Des vies et des ailes, le podcast qui explore les parcours de femmes chapitre par chapitre, comme on tourne les pages d'un roman. Je suis Florence Buades, journaliste, biographe et romancière. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Lisa Paoli. Enfant, elle rêvait de danse et de comédie musicale. Aujourd'hui, elle dirige le premier musée privé d'Europe entièrement dédié aux femmes artistes. Le temps d'une parenthèse dans une vie menée à 100 à l'heure, elle a accepté de revenir sur son histoire. Son enfance anglaise, ses rêves, sa vie de femme et de maman, ses choix, les rencontres qui l'ont façonnée et ce qui, aujourd'hui encore, la fait vibrer. Une histoire qui, j'en suis sûre, vous touchera autant qu'elle m'a touchée. Je vous laisse la découvrir et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour écouter les prochains. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou partager cet épisode autour de vous. C'est la meilleure façon de faire vivre ces histoires. Bonne écoute. Bonjour Lisa. Bonjour Florence. Bienvenue. Merci beaucoup pour cette invitation. Écoute, merci à toi d'avoir accepté malgré ton emploi du temps que je sais très chargé. Moi, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce podcast dédié au parcours de femmes, parce que le tien de parcours m'intrigue. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir te côtoyer à l'occasion de différents projets dans le cadre de nos activités professionnelles. Et j'avoue que j'étais toujours interpellée par ta personnalité, ton professionnalisme, ton ancrage et la force tranquille que tu dégages derrière ton sourire, ta bonne humeur et ton accent british. Alors, pour te présenter, en introduction, aujourd'hui tu as 57 ans et tu es directrice du musée Femmes, donc Femmes artistes du musée de Mougins, qui est situé tout près de Cannes. Alors ce musée a ouvert il y a tout juste 2 ans et c'est le tout premier musée en Europe à être entièrement dédié aux femmes artistes. Des femmes artistes de renom qui jouissaient d'une belle réputation de leur temps mais que l'histoire de l'art a eu tendance souvent à oublier. Donc un sujet passionnant sur lequel j'aimerais qu'on revienne un peu plus tard dans ce podcast. Mais ce musée, c'est aussi un vrai beau challenge humain et professionnel pour toi, qui vient à la suite d'un parcours plutôt atypique, au cours duquel tu as relevé de nombreux autres défis que nous allons découvrir. Mais avant de revenir sur ces chapitres de ta vie, je te propose de remonter le temps et de revenir aux fondations, aux origines, pour comprendre comment tout a commencé et le chemin qui t'a mené là où tu en es aujourd'hui. Prête ? Je suis prête et merci pour cette jolie présentation. Écoute, avec plaisir. Alors, pour s'immerger dans ce tout premier chapitre de ta vie, je vais te proposer de fermer les yeux quelques instants, de penser à ton enfance et de me dire quel est le premier souvenir qui te revient en mémoire. Alors être dans la rue en train de jouer avec des copines, des copains au ballon et entendre le bruit du camion à glace, je ne sais pas comment dire ça en français. En Angleterre, il y a un petit camionnette qui sert des glaces, qui a une petite chanson qui annonce son arrivée. Donc on l'entend très loin quand on est en train de jouer dehors. Et du coup, dès qu'on l'entend, on court tous dans nos maisons respectives pour demander des sous à nos parents pour pouvoir aller acheter une glace et manger ça dehors, assis sur les pelouses. Donc oui, c'est Qu'est-ce que ça t'évoque ? C'est un joyeux souvenir, oui, j'imagine. c'est un souvenir de, oui, en effet, de joie, de partage, de anticipation, l'effet action-réaction, enfin, ce son qui fait tout de suite, on sait tout ce que c'est. Et puis c'est un souvenir qui relève aussi des sens. Donc Louis, bien sûr, avec cette petite musique, le goût, bien sûr, avec la glace à la vanille, avec un chocolat dedans, et l'odeur de l'herbe coupée, parce que c'était l'été, bien sûr. Voilà, les genoux esquintés, parce qu'on a joué, on est tombé pendant qu'on jouait. Enfin, voilà, plein de choses sensorielles, en fait. Des bons souvenirs que j'ai d'ailleurs... insisté, je pars un peu sur le côté, mais je suis maman de 2 garçons qui sont nés en France et j'ai vraiment insisté pendant leur enfance qu'ils aillent en Angleterre tous les étés, pendant 3-4 semaines chez mes parents, pour qu'ils puissent justement avoir ces expériences qui sont propres à ce pays-là. D'accord. Ça suffit pas juste d'être bilingue. Ton enfance était en Angleterre, c'est justement, présente-nous un petit peu dans quel contexte ? Alors, je suis née et j'ai grandi à Yorkshire, donc à côté d'une petite ville qui s'appelle Pudsey, à côté de Leeds, dans un petit pavillon, enfin voilà, dans une maison avec
les jardins, les copains à côté, vraiment dans le joie et le bonheur, quoi, à jouer Tu dehors jusqu'à il fait nuit. Il fallait qu'on rentre dès qu'il commence à faire nuit. Voilà, un petit forêt au bout, on est allé faire cache-cache, des chevaux dans le champ derrière, enfin, mais tout en étant à côté de la ville. Donc, on avait la meilleure de tous les mondes, en fait. D'accord. Et tu avais des frères et sœurs? Oui, j'ai une petite sœur qui a 4 ans de moins que moi, donc elle est plus très petite parce que Eh oui. mais pour moi, c'est toujours ma petite sœur. Je la vois toujours comme si elle a 5 ans, 6 ans. Eh oui. Tu as grandi avec tes 2 parents et ils faisaient quel métier? Oui, oui, j'ai grandi avec mes 2 parents. Ils sont restés ensemble, toute leur, vie jusqu'au décès de mon papa. Mon papa était ingénieur, dans l'aviation. Il travaillait très dur, il travaillait 7 jours sur 7. Mmh. Et ma maman travaillait, en tant que secrétaire, réceptionniste dans les cabinets d'avocats. D'accord, Voilà, donc j'ai toujours eu une famille qui travaillait beaucoup. Mmh. d'accord. Et toi, tu étais quel genre de petite fille? Mmh. Sage, Sage? sur le surface. C'est bizarre, j'ai rebondi. Non, parce que je repense à ton souvenir et tout de suite, je me suis imaginé une petite fille qui était quand même, qui aimait, être dans la joie, rire, enfin assez, vive au regard du souvenir que tu as raconté. Oui. Non, non, j'étais une petite fille heureuse. Je le suis toujours. Mais oui, j'étais assez sage. Je faisais pas trop de bêtises entre mes cousins, mes amis, ma sœur, Tu étais l'aînée? j'étais l'aînée et puis j'avais beaucoup de respect. J'avais du Mmh. respect pour, les règles qu'on mettait en place. J'ai respecté mes aînés. Oui, j'avais j'étais une bonne petite fille, je pense. Mmh. Après, voilà, toujours un petit côté aventureuse et assez, tomboy, garçon manqué. Ah, d'accord. Mmh. Et donc à l'école, comment ça se passait? Tu étais plutôt studieuse? Oui, j'étais studieuse, je voulais être bonne élève, je voulais bien faire. J'étais pas du tout brillante, hein, j'étais pas quelqu'un qui avait une facilité, Mmh. innée comme certaines personnes peut avoir, mais j'ai travaillé beaucoup et puis, je voulais bien faire. Je me rappelais, j'étais très nulle en maths Mmh. et je me rappelais des souvenirs autour de la table à manger chez mes parents où mon papa essayait m'aider avec mes devoirs et je finissais en larmes parce que je comprenais rien, c'était horrible, mais lui, il avait un Ah, patience il était patient. de Mmh. saint, et moi, qui était, enfin, je pensais que c'était juste les choses les plus horribles de ma vie, quoi. Mais donc tu t'es accrochée Oui, je me sans suis accrochée, empêcher? oui, 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 tout à fait. Je suis restée, donc en Angleterre, on fait donc l'obligation, c'est les O-levels et puis on peut rester encore à l'école 2 ans pour faire ses A-levels, pour pouvoir après aller à l'université. Donc moi, je suis restée jusqu'à mes A-levels où j'ai fait, de l'art, du français, littérature française, art et étonnamment, j'ai fait maths. Parce que sur mes O-levels, donc l'examen, qui est équivalent au bac, je pense, Mmh. heu, par un miracle, j'ai réussi mon bac, de maths. Donc du coup, dans l'euphorie, quand je devais choisir parce qu'après à la suite, on choisit que Mmh. 4 sujets, bah, dans l'euphorie, je dis: «Bah, ça y est, je comprends les En maths, plus, donc je suis voilà, je vais continuer avec les boss de maths». maths. Alors là, mais c'était la catastrophe, donc inutile de dire que j'ai loupé le A-level en maths, mais j'ai eu mon français, mon histoire de l'art et voilà. Alors pour revenir à ta petite enfance ou même adolescence, est-ce que tu te souviens de tes rêves, de tes aspirations à cette époque? Pour quand tu serais grande? Ah oui. Oui, Mmh. oui, oui. Heu, j'avais, heu, j'avais décidé que je voulais être, dans les spectacles. Je voulais danser, chanter, jouer, et donc on m'a inscrit à l'école de danse Mmh. et quand j'avais 7 ans et je n'ai jamais perdu l'envie de devenir, danseuse, actrice, chanteuse professionnelle, et je me rappelle quand à l'école on a ces réunions, cette fameuse réunion avec, les personnes qui font de Question l'orientation. d'orientation. Voilà, Mmh. l'orientation de nos carrières. Quand ils ont demandé ce que je voulais faire, je dis: «Je voulais être, danseuse». On m'a dit: «Non, mais OK, mais qu'est-ce que tu veux faire comme vrai métier?» Mmh. Donc en Angleterre, c'était comme ça aussi? Parce que là, en France Bah,
Non, parce que enfin, dans mon école, oui, Mmh. mais parce que c'était une école assez académique, c'était un grammar school Mmh. où on doit passer un examen pour rentrer dedans, en fait. Donc eux, ils étaient un petit peu comme ça. Donc ils poussaient plutôt les gens pour partir à Oui, voie l'université, académique. voilà, c'est ça. Mmh. Mais c'est vrai qu'en Angleterre, il y a quand même cette, comment on appelle ça? Cette, heu, oh zut, Moi je acceptance ou, enfin, c'est quelque chose de bien, travailler dans le théâtre, mmh. ça fait partie intégr d'ailleurs, dans toutes les grandes universités, il y a toujours des troupes de théâtre, de Oui, je sais que danse, est-ce que je sais pas si c'est en Angleterre, mais dans le côté anglo-saxon, je sais qu'il y a par exemple ces talent shows, c'est-à-dire, oui, oui, où oui, chacun va montrer aussi ses talents dans le côté, oui, artistique ou spectacle, oui. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est vraiment quelque Mmh. chose, c'est un métier qui est qui est estimé quoi, Considéré. considéré, exactement. Et tes Mmh. parents, qu'est-ce qu'ils en pensaient de ce rêve? Alors mes parents, ils ont toujours soutenu, tout ce Mmh. que ma sœur et moi on voulu faire. Ils nous ont toujours laissé la place pour, déployer nos ailes et d'explorer ce qu'on avait envie d'explorer, sans, pour autant nous dire si ça marchait pas, dire: «Non, non, non, tu as choisi ça», non, il Mmh. faut essayer, il faut goûter pour savoir ce qu'on aime. Donc, avec beaucoup de, encouragement. Mmh. Mmh. C'est bien ça, ça t'a Oui, donné donc ça t'a donné confiance. oui, 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 oui et cet, esprit de: «Tu peux le faire, si tu as envie de le faire, tu peux le faire». Ouais. Mmh. Super. Et est-ce qu'il y avait donc des personnages, des femmes qui t'inspiraient dans ton enfance? Heu, oui, dans ma famille, en Mmh fait. mh. Bon, ma maman, bien sûr, comme, la plupart des gens avec leur maman, c'était quelqu'un de très enfin, elle l'est toujours, quelqu'un de très joyeuse, elle était vraiment, toujours le centre de la fête, elle a toujours travaillé, elle faisait tout pour ses enfants, mais ma maman est une de 11 enfants parce que Ah elle oui. est irlandaise et avec, de ces 11 enfants, il y avait, que 2 frères. Donc ça fait beaucoup de tantes et j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec mes tantes et je dirais que chacune de mes tantes ont eu, une impression sur moi, chacune différente. Mmh. Celle avec l'intelligence, celle avec la force, celle qui était un peu, naughty, un peu, coquine, à faire des bêtises, Mmh. vraiment, tout et puis aussi ma grand-mère paternelle qui était, vraiment une force tranquille, avec une ouverture d'esprit incroyable pour quelqu'un de sa génération, et toujours à l'écoute et toujours de bons conseils donc j'étais bien entourée. Oui. J'étais entourée par beaucoup de femmes fortes, Mmh. beaucoup de femmes qui savaient ce qu'elles voulaient, mais sans pour autant écraser les hommes qui étaient dans mon entourage Mmh. comme mon père, comme mon grand-père, mes oncles. C'était en fait, il y avait beaucoup d'égalité autour de Ouais, moi. de Je me rends respect compte mutuel, voilà, en te parlant maintenant, je me rends compte mmh. il y avait vraiment cet esprit que voilà, Super. la femme peut faire autant que l'homme et l'homme, il fait autant que la femme, enfin, moi, je sais toujours pas cuisiner parce que ça a toujours été mon papa qui a cuisiné à la maison Mmh. et donc voilà quoi, c'est Oui, il y avait pas de clichés, non, de choses comme ça. Donc vraiment pas. tu as grandi avec une, on va dire une galerie de portraits inspirants, Oui, oui, en oui, fait. j'ai eu beaucoup de Mmh, chance. mmh mh. Ouais. Ouais, c'est chouette comme, Mmh. alors justement de toutes ces personnes, bon tu disais tu as eu des exemples, quelles sont les valeurs principales que tu penses avoir gardées de ton enfance? Heu, l'honnêteté, Mmh mh. pour moi, c'est quelque chose de très important. Comme je disais tout à l'heure, le respect, primordial, heu et savoir s'amuser. Mmh. Bien travailler, mais savoir s'amuser. Faire quelque chose qui plaît, qui te donne envie de le faire, hem et vraiment comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je radote à mes 20 Mais non, non, non. 57 ans. Heu, hem de vraiment de pouvoir faire ce que tu veux faire, que rien ne peut t'empêcher et puis tous les gens autour de Tout est moi, possible. voilà, tout était possible, C'est oui. une grande chance, hein, Tout était c'est génial. possible. Oui, C'était justement une des dernières questions que je pose souvent à la fin de ce chapitre de l'enfance, en disant: «Est-ce que voilà, tu penses que tu es sortie de ce chapitre-là en ayant confiance en toi et dans la vie?» Je pense qu'on a donc, eu la réponse. oui,
Mais c'est paradoxal parce Ah, que vas-y, c'est intéressant. j'ai pas confiance en moi, Ah, mais j'avais cette confiance que je pourrais aller essayer, explorer, et cetera. Mais oui. alors comment t'expliques que Alors tu n'as pas confiance en toi? je sais pas, il faudrait peut-être faire une psychanalyse. Mais heu, peut-être parce que c'était comme je disais, j'étais bonne élève, mais Mmh. c'était pas facile. Il fallait Mmh. que je travaille et c'est toujours je travaille beaucoup, sur tout ce que j'apprends. Je suis une éponge, hein, j'aime Mmh. beaucoup, je suis très Comprendre. curieuse, j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup poser des questions, savoir pourquoi. Je suis toujours comme l'enfant de 2 ans qui dit: «Pourquoi?» Mais je sais pas, peut-être j'ai un très, très, très grande soif de connaissances et du Mmh. coup, je me dis: «Non mais je sais pas, je ne sais pas tout donc comment je Mmh. peux être confiante?» D'accord. Je sais pas, Je vois ce que tu veux dire. C'est c'est plutôt pareil. positif en réalité, c'est il y a tellement encore à savoir que je voilà. C'est ça, oui, exactement, oui. Mmh. Donc oui, peut-être il y a un peu de travail à faire là-dessus, mais en effet, on m'a donné beaucoup de confiance pour justement, aller voir et poser ces Mmh. questions et cetera. Donc ouais, c'est un C'est peu vrai que grandir paradoxal. avec l'idée que tous les possibles sont possibles, Mmh. c'est déjà une chance. Alors, on va arriver au chapitre des premiers pas de ta vie, d'adulte. Alors tu nous as parlé un petit peu tout à l'heure de ton parcours académique, des études et donc là, tu étais toujours avec ton rêve d'être danseuse? Oui, Comment oui, ça oui. se passe là, ces premières années, quand tu as fini le bac, enfin Ouais. l'équivalent, Ben j'avais fait des cours de danse, et en parallèle de l'école, je faisais mes cours de danse, donc le ballet et tout autre style de danse et je faisais aussi des cours de théâtre, Mmh. et je faisais des compétitions dans tout ça donc j'avais vraiment, tous les soirs, j'avais quelque chose, à côté de l'école. Donc je suis sortie de l'école, je suis pas allée et il y a beaucoup d'écoles spécialisées dans le théâtre en Angleterre, D'accord. mais moi je voulais tout de suite me lancer. Donc pendant que j'ai quand j'arrivais vers la fin de mes études à l'école, j'ai commencé à passer des auditions, à Londres, Donc donc théâtre ou danse ou spectacle de façon spectacle générale? comédie musicale. Comme ah, Parce que pour moi, les comédies musicales, déjà, c'est très répandu en Angleterre. mmh, Londres, c'est le mecca mmh, de ça, de ce métier-là. Et dans la comédie musicale, on peut faire tout. Moi, le but, c'était rentrer en tant que danseuse et puis après pouvoir évoluer pour avoir des rôles d'actrice, etc. Donc j'étais impatiente. mmh. Donc moi, dès que j'arrivais vers la fin de mes études, je commençais à faire ces auditions. Je descendais à Londres 3 fois par semaine, sur le train, pour passer les auditions où il y avait, 300 filles pour une place, C'est disponible difficile. dans le comedy Comment ça se passait musical. pour toi dans ce domaine-là? Parce que tu as dit l'école, je travaillais beaucoup, c'était pas inné, mais je m'en sortais parce que je travaillais beaucoup. Là, tu avais plus confiance, dans le Hem, domaine du spectacle justement et tout ça? Tu te sentais comment? alors, c'est vraiment un super paradoxe, la confiance, Oui, bah, oui. ouais. Donc je sais pas si j'étais confiante, mais je savais que je ferais toujours mon mieux, quoi. Ça faisait depuis que j'avais 7 ans que je faisais donc ça faisait 10 ans d'entraînement, parce que j'ai commencé à passer les auditions à 17 ans. Hem, donc je savais que j'avais des compétences Mmh. et je savais qu'il y avait quand même un part de Mmh chance mh. là-dedans. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance justement de ne pas être, comment dire? De pas être, anéantie par les refus. Parce D'accord, que super. j'ai passé beaucoup, beaucoup d'auditions, toute une année ou comme je disais, descendre 2-3 fois par Mmh. semaine et parce que beaucoup des comédies musicales sont en place depuis plusieurs années. Donc il y a une personne qui part, il faut la remplacer, il faut qu'elle soit la même hauteur, Oui, oui, la même corpulence et cetera. Donc il y a des critères très beaucoup de resserrés. critères Mmh. qui font en sorte que et puis justement peut-être avec l'appui le soutien de mes parents, voilà, j'ai pas ces refus
m'a pas, m'ont Ouais. jamais empêché de continuer à y aller parce que je voulais le faire. Mmh. Je voulais y arriver et c'était drôle parce qu'au début, on descendait, parce qu'à mon école de danse, c'était une grande école de danse en Angleterre qui faisait beaucoup de télévision, des choses comme ça et donc avec mes collègues danseuses, au début, on était, 6-7 dans le train à descendre, passer toutes les auditions et au bout de l'année, il y en avait plus que 2. Mmh. Parce que c'est très dur sur le moral d'être refusé. J'imagine, Chaque ouais. fois, Mmh de mh. repartir après qu'on a dansé toute la journée, et cetera. Mais ouais, c'était, j'aime bien un challenge, en fait, je pense. Oh, on voit que la persévérance fait partie d'une de tes, Persévérance, oui. qualités Oui. et donc du coup, ça a marché à un moment donné? Oui, 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 c'est Non ça. mais alors Oui, voilà, pardon, raconte-nous. oui. Oui, 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 ça a marché et j'avais pas encore 18 ans. J'ai eu mon premier rôle dans un comédie musical qui s'appelait Singing in the Rain, Mmh. chantant sous la pluie et c'était, formidable. C'était Alors vas-y, raconte-nous un peu. C'était pour une jeune, femme qui a même pas 18 ans, descendre à Londres, être dans les studios mythiques de répétition, j'étais avec des personnages, des personnalités, Connu? célèbres, Mmh. voilà, rencontrer d'autres danseurs, d'autres acteurs, c'était une ambiance, très Tu avais quoi riche. comme rôle? Oh, j'ai dansé dans the chorus, le Mmh. chœur, en fait. D'accord. Voilà. Et et c'était juste, une expérience tellement riche. Beaucoup, beaucoup de travail. On Mmh. doit, répétition, Comment ça se passe au quotidien. quotidien? Ah ben, on a donc les répétitions, quotidiens, où, voilà, il y a toute la chorégraphie. Après, c'est avec les acteurs. Après, il y a les chants. Après, on va en studio pour enregistrer les chants. C'est du non-stop, 5 jours sur 7, pendant toute la période de répétition qui dure, plusieurs mois. Après, on bascule dans le théâtre et là, on fait des répétitions sur scène parce qu'il y a tout qui change, Mmh. sur scène. Et oui, le Oui, théâtre. oui, oui, donc c'est vraiment tout un processus et puis, après on commence à répéter dans les costumes. Parce que quand on est dans les répétitions, on est dans nos tenues de danse avec nos baskets, et cetera, ou nos chaussures à claquettes selon les routines, les danses. Et là, on est dans les talons, où on a les tenues avec un chapeau, ou une robe qui est serrée, ou une robe qui a des traînes. Donc tout ça, ça change toute notre façon de se tenir sur Mmh. scène, de se déplacer sur scène, de tourner la tête. Aussi regarder dans les grands théâtres londoniens qui sont, vous en avez des magnifiques, théâtres comme l'Opéra Oui, de ben, Garnier avec en les France. balcons, Et voilà et donc il faut s'adresser à tout le mmh, public, donc il y a tout cet ce apprentissage, cet ouais. Mmh apprentissage, mh. mais Et c'est donc cet univers du spectacle, tu vibrais? ah oui. C'était, Être, dans les loges à se préparer, cette odeur de lac, de maquillage, de transpiration, ça les fourmille un et peu? voilà, les échauffements de voix, les échauffements, donc de chanteurs, les échauffements de voix d'acteurs qui sont différents, les danseurs qui s'étirent les jambes, et cetera et puis entendre l'orchestre qui s'accorde, Mmh mh, mmh. derrière les rideaux et puis entendre les gens qui commencent à arriver et ce petit brouhaha des gens, c'est vraiment une anticipation, un peu comme la musique du petit camion de glace. Ah oui, voilà, C'est la même ce excitation, oui, 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 ça approche, le grand moment, oui, c'est va ça, ouais, arriver, ouais et là, la musique démarre et tout le monde en place et les gros rideaux rouges s'ouvrent et là, c'est showtime. mmh. Donc là, tu te sens à ta place. Ah OK, oui, poisson dans l'eau. alors est-ce que ça t'a amené d'autres expériences, dans le domaine? Alors j'ai fait plusieurs comédies Mmh. musicales et puis, j'ai beaucoup voyagé aussi avec ça parce qu'on a eu justement avec ce spectacle-là, c'était le premier comédie musical qui a été exporté au Japon, à Tokyo. Heu, Après Génial. ça, il y en a eu plein qui se sont suivis. Mmh. Juste après nous, il y a Cats, le grand Oui. comédie musicale Mmh. sur le chat, qui est arrivé, juste après nous, ils étaient là en même temps. Donc ça, c'était une expérience, fabuleuse. Être, à cette à cette époque-là, j'ai dû avoir 18 ans, être à Tokyo pendant Génial. 6 semaines,
C'était fantastique. Donc là, c'était une ouverture d'esprit, de découvrir une autre culture, toutes leurs cérémonies, leurs rituels, leurs croyances. T'as eu le loisir de découvrir Oui, aussi oui, 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 le pays un petit oui, peu. oui, oui, on a juste autour de Tokyo, parce que tous les soirs on avait le Oui. spectacle, mais dans la journée, une fois qu'on avait fini les répétitions, on avait du temps libre. Et donc oui, oui, j'ai visité les temples, on est allé à Mount Fuji, voilà, et échangé avec beaucoup de gens, de Japonais de Tokyo, et c'était très, très enrichissant. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours, depuis petite, Mhm. je savais que je resterais pas à Pudsey, à Yorkshire. Hmm. Je savais que le T'avais beaucoup monde... voyagé avec tes parents? Non, Non, même c'était pas, un... vraiment pas. Nous, on est restés des petites, mais c'était modeste, donc on a fait des petites vacances Mhm. en Angleterre. Mais moi, je savais qu'il y avait toujours autre chose. Je Hmm. savais que il fallait que j'aille voir ailleurs, de l'autre côté de la Manche, de l'autre côté de l'Atlantique, etc. Je trouve qu'on a besoin de cette ouverture d'esprit. Ça rejoint ta curiosité, voilà. Enfin, C'est ça, oui. hmm. Ouais. Et découvrir les cultures des autres, je trouve que ça nous rend respectueux, encore une fois, des façons, des comportements de chacun, en fait. D'essayer de comprendre ça. Mm, mm, mm. Mm, Oui, ça apprend la tolérance. absolument, ouais. Mm. Donc justement, comment tu es arrivée de l'autre côté de la Manche en France? Est-ce que Alors, je suis venue pour faire un travail d'été. C'était un spectacle, c'était un chorégraphe avec qui j'ai beaucoup travaillé, un chorégraphe anglais qui faisait beaucoup de télévision, beaucoup de comédies musicales. Et j'avais travaillé dans les comédies musicales avec lui en Angleterre. Et là, il m'a dit, bah, il y a ce spectacle, Le Temps de l'été, Mhm. dans le sud de la France, à Cannes. Et j'ai j'ai pas trop envie de sortir de Londres, parce que c'est vraiment un circuit où on commence. En plus, Ah j'ai oui, tu commencé trouvais à ça avoir dur. des rôles, des petits rôles dans les spectacles, etc. Donc j'étais en train de m'approcher vers mon but de percer, enfin percer, j'étais loin de Faire ça. carrière. Ouais, Mhm. non, carrière, je le faisais déjà, mais faire carrière, rentrer plus dans le côté acteur. Mm. Et j'ai dit, ah non. Il dit, mais franchement, c'est 4 mois à Cannes, c'est magnifique, tu vas voir. J'ai dit, ah, ok. Et je suis tombée amoureuse. Voilà, l'histoire vraiment de film, quoi, n'importe quoi. Enfin bref, mais beau. Ouais, c'est beau. Oui, oui, oui. Donc j'étais, oui, oui, vraiment tombée amoureuse. Je suis quand même partie. Hein, j'ai Tu fait avais quelques quel allers. âge quand tu as... J'avais 21 ans. Mhm. Ah oui, Ouais. toute jeune hein, encore. Oui, oui, encore jeune, mais séduit par un Français. Qu'est-ce qui Euh, t'a séduit, le côté français? Bah, la France me séduit. Oui. Les Français me séduisent en général. Mais là, oui, c'était quelqu'un très intelligent, très drôle, très fin, un peu naughty aussi, un peu Mhm. aventureux aussi. Donc voilà, tout un ensemble de choses, quoi. Donc qui m'ont séduit. Bon, je suis quand même repartie pour Mhm. refaire des spectacles, et donc je faisais des allers-retours, et à un moment donné, j'avais besoin de rester, de voir qu'est-ce que ça allait donner. Donc Mhm. je suis revenue et je suis restée ici en France. Donc du coup, j'ai essayé d'avoir des petits jobs à droite et à gauche pour pouvoir être indépendante, parce que Mhm. il était hors de question que je viens et que je sois dépendante de quelqu'un. Donc, j'ai fait des petits jobs à droite et à gauche pour pouvoir être indépendante. Et puis, au fur et à mesure, voilà, ça a évolué vers une Parce qu'en fait, relation. donc ici, c'était compliqué de trouver, c'est ça, dans le monde il n'y avait pas la comédie musicale, surtout Non, à Cannes, enfin le non, non, spectacle. non. Quand tu te... J'ai fait 2, 3 petits spectacles au début, mais ouais, c'était pas du tout la même chose. C'était pas ce que je voulais faire. Donc, quand j'ai décidé que je voulais rester pour être avec celui qui est devenu le père de mes enfants, d'ailleurs, j'ai
j'avais pas lâché complètement le morceau et je me suis inscrite à l'école de théâtre à Cannes, Mmh. l'ERAC, l'école régionale d'acteurs de Cannes, et j'ai fait 4 ans, heu, D'accord. à l'école de Cannes. Donc voilà, j'avais, l'intention de continuer dans cette voie, hem, mmh, mais à la fin de mes 4 ans, quand j'allais, faire le diplôme, enfin la sortie d'école et rentrer peut-être dans un troupe de théâtre parce que, Jacques Mornas qui a créé cette école avait une grande troupe de théâtre, Mmh. et qui prenait souvent des élèves Pour tourner. qui tournaient, voilà. Et donc à la fin de la dernière représentation, j'ai été reçue, pour, les résultats en fait, et donc ils ont dit: «Bon ben c'est bon, tu es prête, pour la scène professionnelle, on va te mettre en contact» et cetera. Et j'étais assise en train d'écouter ces mots qui me faisaient vraiment très, très, très plaisir, sauf que j'avais un petit être qui était en train de pousser dans mon mon Tu ventre. le savais à ce moment-là? Oui, je savais. Ouais. Et Oui. donc tu étais, Et donc, du coup, je savais que tout allait être mis en suspens, parce que j'allais devenir mère. Donc, voilà, nouvel chapitre, qui démarre. tu as dû faire un deuil quand même de ça a été compliqué ou finalement, Non, bah, porté par cette, nouvelle aventure, oui, non, je passe au prochain chapitre assez, avec beaucoup d'enthousiasme, en fait. Mmh. J'ai pas trop de nostalgie, moi, dans les différentes périodes, OK, tant que c'est quelque chose d'intéressant, bien sûr. si je vais vers quelque chose d'intéressant. Donc là, tu étais trop heureuse de cette nouvelle aventure de la maternité? J'avais très peur aussi, hein. Ah oui? Mmh. Mais, ouais, Qui tu avais peur de quoi? d'être maman, Mmh. d'accoucher. Ça me faisait très peur. J'étais très, très heureuse à être enceinte. Tu avais quel âge? Juste pour J'av resituer. Oui, oui, alors j'ai eu Mathis quand j'avais 27 ans. Donc tu avais un peu peur et un mélange d'excitation et mais tu étais prête, c'était, voulu. Oui, Donc là, ça a été une pause un petit peu? Bon, donc, non, j'ai continué à travailler. mmh. Je travaillais déjà dans la journée, je faisais l'école de théâtre le soir, et je travaillais déjà dans la journée, dans l'événementiel, et en tant que j'ai démarré en tant qu'hôtesse, parce que c'était facile, Mmh. pour, un anglo-saxonne, voilà, pour avoir du travail comme ça, au Palais du Festival à Cannes. Et j'ai rencontré, quelqu'un qui est devenu une amie et qui est toujours une amie, qui m'a donné une opportunité de travailler avec elle. J'ai commencé en tant qu'hôtesse et finalement, elle m'a pris sous son aile, en fait, et elle m'a donné la possibilité de venir travailler avec elle dans son agence de design et d'événementiel. Et donc, là, encore une fois, voilà, j'ai recommencé un apprentissage. J'ai appris à dessiner des stands d'exposition, à gérer ces projets-là de A jusqu'à Z. Donc, à prendre le brief du client, à interpréter leur brief, sur un design et faire cette présentation, de design. Après, trouver toutes les personnes qui vont le construire et puis suivre le chantier, jusqu'au moment où on donne le stand au client et puis gérer le client sur place et ses demandes. Donc on faisait ça pour tous les salons qui se passaient à Cannes et je partais beaucoup à l'étranger avec Mmh. ce travail. Et en parallèle, on faisait aussi de l'organisation événementielle parce que ça allait main dans la main. Souvent, ces clients-là qui avaient un stand dans un congrès faisaient des événements, où ils invitaient leurs clients. Donc, voilà, on a fait des belles événements sur les plages de Cannes, pendant le festival du film, pendant, le marché immobilier MUPIM, et cetera. Enfin, voilà, donc ça a été, Ça t'a plu? oui, 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 oui. Oui, j'ai travaillé là-dedans pendant, 13 ans à peu près. Et oui, Donc c'était un domaine qui me plaisait beaucoup, oui. Mmh. donc là, tu dis que tu as été maman, donc un premier garçon, tu as aussi un deuxième fils. Oui, Donc tu as conjugué cette carrière avec, le rôle de maman de jeunes enfants. oui. Comment ça s'est passé? C'était compliqué? Il y a eu des moments compliqués. J'ai travaillé vraiment, avec mes 2 grossesses, j'ai travaillé vraiment jusqu'à la dernière minute. Mmh. Je pense que j'ai arrêté genre une semaine avant et j'ai repris très vite, derrière. Mes 2 garçons sont allés en crèche, dès qu'ils avaient le droit d'y aller.
Et donc j'ai dû, oui, en effet, jongler, être mère et avoir une belle Parce que carrière. voilà, tu étais encore, enfin, dans un nouveau challenge et C'est ça. Oui, j'ai très vite, grandi là-dedans et pris beaucoup de responsabilités. Je j'ai créé beaucoup de clients, comme je disais, je suis partie à l'étranger, avec eux. Oui, j'avais énormément de mmh. responsabilités, oui, Et donc comment tu as géré ça? Comment, tu t'es organisée? Si tu devais donner des tips aujourd'hui, Ah, après chacun s'organise, à sa c'est ça, façon, oui, mais je c'est veux ça. dire toi, comment tu l'as géré, Alors, je ne sais pas si mes tips sont, les Mmh. bons parce que c'est vrai que pour moi, ma carrière était aussi importante que d'être mère. Heu, donc ils ont passé beaucoup de temps à la crèche, Mmh. ils ont passé beaucoup de temps à l'étude après l'école. À un moment donné, j'ai pris des filles au pair. Parce que c'était très important pour moi que mes garçons, ils ont quand même un rythme de vie qui est stable. Parce que je trouve qu'un rythme, c'est quelque chose qui est Mmh. essentiel pour tout le monde. Et donc, je voulais pas que mes garçons soient perturbés par ma mode de Oui. vie. Mmh mh. Donc, le bain à 7 heures, le bain était à 7 heures, que je sois Mmh. rentrée ou que je sois pas rentrée. Si je suis pas rentrée, c'était les filles au père qui faisaient et puis, j'arrivais après. C'était dur au début ça, parce Mmh. qu'on a ce sentiment de culpabilité en disant: «Oh, je suis une mauvaise mère» et Mmh. cetera. Mais, finalement, une fois qu'on a passé ça et on se rend compte que on a toujours autant d'amour pour nos enfants et on coupera nos bras et nos jambes pour eux et eux, ils ont toujours cet amour pour leurs parents, Mmh. même si ils passent pas mal de temps avec, une au pair ou une nounou. Heu, donc on passe ça et on se rend compte qu'on peut passer des moments vraiment très agréables. Plutôt que je rentre, ce que je faisais au début avant qu'on a une Mmh. fille au pair, je rentrais à la dernière minute, aller vite, dans le bain. J'étais, stressée de ma journée, j'avais pas eu le Oui, moment c'était sous de tension. sous tension. Donc là, c'est pas non plus une bonne façon d'être, maman. Mmh. Donc, voilà, nous on a procédé comme ça en tout cas et parce que mon ex-mari était, très occupé OK. aussi. Donc, voilà, c'est quelque chose pour nous qui avait bien marché. Il y avait des moments où je suis rentrée et j'avais quand même des larmes aux yeux parce Mmh. que ça faisait, 2 soirs de suite, si jamais j'étais sur un gros, événement, la préparation, qui a pris, jusqu'à 3 heures du matin, la veille, le soir même, l'événement, qui a duré très tardivement. Donc, Mmh. ça fait 2 soirs que je les ai pas vus. Le matin, moi, je partais avant qu'ils se lèvent. Donc il y a eu des soirs où je suis rentrée en larmes, il faut le dire. Mais, il y avait des moments, par exemple, un dimanche matin, ils sont tous les 2 devant la télé avec leur tétine en train de regarder le dessin animé de Jackie Chan et je partais faire comment on appelle ça? Un truc de presse, comment on appelle ça? Une conférence de presse? Mmh. Conférence de presse avec, Jackie Chan. Ah ouais. Et voilà, donc là, c'est les enfants, ils sont comme ça et donc c'est des moments d'échange et puis maintenant mes garçons, c'est des jeunes hommes, ils ont 28 et 30 ans et récemment, ils ont tous les 2, individuellement, hein, Mmh. ils se sont pas consultés, ils m'ont remercié de d'avoir montré que voilà, le travail, enfin la carrière, Que tu as été un exemple en fait voilà, de persévérance, de travail, c'est ça et de femme qui sait ce qu'elle veut. Mmh. Oui, voilà, une femme indépendante et oui. D'ailleurs, eux, ils sont, très, respectueux et pour eux, une femme est égale à Mmh. eux. Ils ont toujours vu que moi je me comportais comme ça et donc eux, ils se comportent comme ça avec, toutes les femmes qu'ils rencontrent. Donc Mmh. quelque part, même si j'ai loupé des bains du soir et l'histoire d'avant se coucher, C'est super qu'il t'ait fait ce retour, c'est beau. oui, Mmh. c'est rassurant. Mmh mh. Ça efface, ces petits moments où tu as pu être un peu triste ou Oui, on culpabilise, de toute façon, oui, être exactement. parent. Oui, Après, tu as fait une autre rencontre, enfin, ce qui t'a amené dans le milieu de l'art plus précisément. Est-ce que ouais. tu peux nous raconter?
Ah oui, alors, je pense que ça, c'est une des plus belles rencontres. J'ai eu le plaisir, en effet, de rencontrer Christian Levett et Qui est Christian Lévesque? Christian Levett, pardon, excusez-moi, tu as bien raison de Christian Levett est le propriétaire, du musée Femmes. C'est un collectionneur britannique, un philanthrope qui est passionné par les arts, qui a créé son premier musée à Mougins en 2011. Le premier musée était dédié à sa collection d'antiquités égyptiens, grecs et romains, qui étaient juxtaposées avec des œuvres modernes et contemporaines inspirées par les classicismes, Mmh. l'Antiquité. Donc comment tu l'as rencontré, Christian Lévesque? Alors, je l'ai rencontré à Mougins grâce à quelqu'un que je connaissais de l'événementiel, justement. Heu j'ai travaillé sur la grande inauguration de son premier musée dont je viens de parler, le MACM, le Musée d'art classique de Mougins. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai rencontré, Christian et le directeur du musée à l'époque, Marc Meroni, et j'ai commencé à travailler avec Marc en freelance, sur, le catalogue du musée. Donc j'avais travaillé sur l'événement, la grande inauguration, et le catalogue parce que j'ai eu une période aussi après le design du stand et l'événementiel, une période où j'étais devenue graphiste. D'accord. Voilà. Donc toujours dans les designs, toujours Mmh. dans... Il faut de la créativité quand même pour C'est toi. ça, t'as vu, Mmh. il y a quand même un fil rouge, hein, c'est Mmh. quand même les arts, Oui, voilà. dans toutes ses sortes. Et donc, j'ai travaillé sur le graphisme du catalogue du Mmh. musée. Donc, j'ai commencé à connaître toute l'équipe, etc. Et quand une personne est partie, on a proposé que je rejoins l'équipe de façon permanente, donc pas en tant que Mmh. freelance. Et donc, j'ai rejoint l'équipe du musée et l'équipe de Christian Levett en tant que directrice adjointe en 2012, février 2012. Donc c'était Ouais. déjà directrice adjointe, donc c'était une belle proposition, hein, une Oui, belle, c'était une offre que je ne pourrais pas refuser. C'était quelque chose où, encore une fois, là, le petit manque de confiance, est-ce que je vais être capable? Mais cette curiosité en disant je veux apprendre. Et j'avais vu quand même que aussi bien Christian que Marc Meroni, le directeur précédent, étaient des gens bienveillants et avec un sens de transmission. Donc, je savais que je pouvais mettre en mode éponge et apprendre. mmh. Et donc, oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Et donc, voilà, le nouveau challenge qui me donnait bien envie. Et puis, je toujours, on vient de dire, j'aime les arts de façon globale. Et j'ai passé beaucoup, beaucoup de mon enfance et ma vie de jeune adulte dans les musées. L'art me fait du bien, l'art visuel, Te nourrit, oui, me nourrit mmh. et m'apaise. Mmh. Mm. Donc est-ce que là encore tu relèves un challenge? Est-ce que tu dirais que tu as de l'ambition? Oui. Et pour toi, est-ce que c'est un gros mot? Non. Ah non, c'est un moteur. Et Donc on peut avoir de l'ambition sans écraser des personnes, hein. mmh. Je pense que souvent on pense que les Mmh. personnes ambitieuses, pardon, vont écraser tout ce qu'ils trouvent sur la route. Moi, j'avance, j'espère, sans écraser personne. Mmh. Mm. Donc c'est ce que tu as continué de faire, donc tu es directrice adjointe, tu as j'imagine dû apprendre énormément parce que diriger un musée, c'est encore tout autre chose, Ah la oui, gestion oui. des collections, le monde de l'art, est-ce que tu peux peut-être nous parler des apprentissages majeurs, ce qui te revient en mémoire, enfin les grandes phases d'apprentissage, Oui, bah, mmh, il y en avait tellement, ouais. c'était énorme. C'était comme être plongé dans un bain de connaissances, enfin d'apprentissage. En effet, apprendre la gestion d'une collection, la conservation préventive. On avait
beaucoup d'antiquités. Les antiquités, c'est quelque chose. Qu'est-ce que c'est la conservation préventive? Alors, conservation préventive, parce que quand on pense antiquité, alors, les sculptures en marbre, etc., c'est assez simple tant qu'ils sont bien préservés dans le musée. Mais par exemple, toutes les antiquités qui étaient en bronze ou en fer ou en d'autres types de métal ou de métaux, c'est quelque chose où il faut surveiller parce que chimiquement, si les niveaux de hygrométrie, les températures font trop de fluctuations, ça réveille chimiquement des molécules à l'intérieur du bronze et ça crée ce qu'on appelle la maladie du bronze. Et donc, ça paraît comme des petites taches sur les objets. Et ces taches, si elles ne sont pas traitées, elles vont petit à petit faire de la corrosion et Trouver, enfin, on peut se trouver avec un objet qui devient une tas de poussière. oui, donc c'est tout l'art de la conservation, en fait, La conservation et la mais avec pré-conservation. effectivement, différents types d'objets, aussi bien des peintures que des casques, C'est ça. Et chaque objet, donc selon les matières, le médium, chacun a sa façon différente d'être géré. Donc ça, c'était la chose clé à prendre quand on fait la gestion d'une collection, d'un musée. Donc ça, c'est passionnant. Et puis, j'en apprends toujours. Et puis, pareil, je suis très curieuse. Je pose beaucoup de questions. Au sein du musée, nous n'avons pas une équipe de restaurateurs et conservateurs. On fait appel à des agences extérieures. Donc, je pose toujours énormément de questions pour être au courant. Donc ça, c'était quelque chose de majeur et essentiel. Après, il y avait tout le côté historique. J'ai revu la mythologie gréco-romaine, toute l'histoire de l'Empire romain, les légendes de l'Égypte antique. C'était vraiment fascinant. C'est tout ce qu'on a appris à l'école, mais qu'on a oublié en tant qu'adulte. Ben, c'est fabuleux de replonger là-dedans. Et puis, côté art pur et dur, être face, voilà, avec les Cocteau, les Picasso, le Modigliani, mais quelle joie, quel bonheur d'être devant ces œuvres et apprendre à voir l'œuvre devant soi. Et vraiment, ça nourrit cette envie d'apprendre, de savoir plus là-dessus. Donc, c'était vraiment quelque chose. Et comme je disais, aussi bien Christian que Marc Méroni ont ce sens de transmission qui était vraiment, pour moi, très appréciable. Oui, parce que je me disais, enfin, l'image qu'on pourrait peut-être avoir de ce milieu de l'art, au sens, voilà, muséal et cetera, de quelque chose un peu où, disons que toi, tu étais en autodidacte. Comment ça a été perçu? Alors là, j'ai compris qu'en interne, tu avais eu la confiance, de ces personnes, mais comment ça s'est passé après les interactions dans le milieu de façon générale? Bah, là, il y a ma manque de confiance qui revient, Mmh. hem, parce que c'est vrai que pas tout le monde est aussi bienveillant. Oui, Mmh. oui. Ah oui, il y a eu quand même des Hem c'est difficile à dire parce que c'était des situations où je me posais la question: «Est-ce que ça vient de moi plutôt? mmh. Est-ce que c'était ma manque de confiance, qui faisait cette situation un peu tendue? Ou est-ce que c'était la personne en face?» Mais, ça c'est toujours, j'ai jamais eu d'interaction, désagréable. Mmh. Mais il y avait des moments où en effet je me sentais comme si c'était marqué, sur ma Syndrome de tête, l'imposteur? oui, le fameux Oui, syndrome de on a l'imposteur. tous, hein, ceci Oui, dit. oui. Mais donc j'imagine que c'est un petit peu comme les auditions, au regard de ton parcours, ça t'a jamais, trop, perturbé. Tu as continué ta route? Oui, bah, oui, oui, il y a des oui, oui, j'avais envie. En fait, j'étais rentrée dans une domaine qui m'a tellement plu Mmh. et je me sentais, en fait, j'avais un sentiment d'être arrivée. Je sais pas si À la bonne place? ouais. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? C'est chouette C'était ça. Mmh. je suis arrivée, par hasard, le destin de la vie, m'a mis cette opportunité sur la route. J'ai su la saisir, et surmonter mes craintes, d'imposteur, le syndrome d'imposteur et cetera.
Mais oui, je me sentais bien, je me sentais, Mmh. chez moi en quelque sorte. Je sais pas si Ouais, on peut ouais. dire ça. Non, je pense que c'est la sensation, ouais, c'est ça, d'être à sa place et tellement convaincu que, bah, OK, je suis là, de toute façon, il peut se passer ça, ça, je Ouais, ouais. et tu C'est animé, tu vibrais, donc là, il y avait pas de plus de regrets sur tes rêves de spectacle et oh non, cetera, non, c'était, non, c'était une c'était le période. chemin finalement? C'est ça, voilà, Mmh. c'était un chemin, c'était une période de ma vie Mmh mh. qui m'évoque beaucoup de super souvenirs et que je suis ravie que j'ai fait ça et ça m'a appris beaucoup de choses. Chacun de mes Mmh. métiers, m'a appris des choses que je m'en sers tous les jours, en fait. Mmh. C'est drôle ça, on peut appliquer des choses, Oui, d'univers différents. d'univers différents. Je me rappelle un des mes petits travails quand au début je devais, faire des petits travails et je parlais pas très bien le français Mmh mh. pour pouvoir un peu d'argent. Je me rappelle, je vendais des billets, pour les bateaux qui allaient aux îles. C'était Mmh. horrible comme travail, il faisait chaud, j'étais dans une toute petite cabine, mais c'était là, c'était un peu le côté c'est ennuyeux, mais c'était le côté comptabilité, faire une Mmh. caisse donc Mmh. du coup parce qu'il y a aussi le côté moins glamour, quand on dirigeait un musée, il y a aussi tout le côté gestion, finance, gestion du budget, et cetera et donc cette rigueur de faire une caisse, ça Oui, ça finalement, ça date de cette tout petite seul. cabine, Mmh. horrible à Jean-Lépin où faisait chaud et ça sentait les frites et les saucisses. Ah non, c'était, mais voilà, chaque chose qu'on fait en fait, compte, nous aide. Mmh mh. Mmh. Et tu as réussi aussi à tirer de chaque chose, toujours pour avancer, en fait. Oui, C'est ça bah, qui est intéressant, je trouve, dans ton toujours parcours. cette soif Mmh, d'apprendre, mmh, mmh, donc mmh. oui, oui. Mmh. Donc finalement, on va te confier vraiment le poste de directrice de ce premier musée donc consacré, à l'art classique, à Mougins. Comment ça se passe? C'est l'ancien directeur qui part et Exactement, l'ancien, directeur repart en Angleterre, et Christian Levett me propose, de prendre le rôle. Il me pose la question: «Est-ce que tu te sens capable?» et j'ai dit: «Oui» et je me sentais capable. ouais, ouais. J'ai dit: «Oui, j'aurais sûrement besoin d'aide sur certaines choses». Mais je pense que ça aussi, c'est très important, c'est d'admettre quand on a besoin d'aide, ne jamais avoir peur de poser des questions si on ne sait pas. Je Mmh. pense qu'il ne faut pas, faire semblant de savoir. Ça, je trouve, c'est une recette pour, un désastre. Si on ne sait pas, on pose la question. Donc oui, oui, il m'a proposé ça et j'ai accepté tout de suite avec des étoiles dans les yeux et puis en disant: «Bah, voilà, c'est reparti, pour, encore des choses à apprendre, C'était en quelle à année me ça? dépasser». Ça, c'était en 2014. 2014. Mmh. Et donc comment ça s'est passé? Bien finalement, de façon fluide? Tu avais déjà appris, en fait, Oui, je faisais déjà beaucoup de choses. Ça mmh. faisait 2 ans et j'avais déjà appris énormément de choses. Je me sentais vraiment capable, oui. Donc ça s'est plutôt bien passé. Il y avait, certaines choses administratives qu'il fallait que je cerne plus, mais encore une fois, avec l'aide des professionnels autour de moi, j'ai pu Qu'est-ce que tu avancer. préfères dans ce rôle de directrice de musée? Ah, faire la curation, la mise en Sélectionner place. les Le œuvres, les mettre C'est en ça, oui, place, voilà. mmh. Oui, 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 faire l'exposition. Dans cet ancien musée, je faisais des expositions temporaires, qui me plaisaient énormément, de faire ça, de trouver les idées, à les soumettre à Christian Levett et après faire la curation, c'était quelque chose, voilà, commissaire d'exposition, en fait, c'est ça, Mmh. Je t'ai vue aussi à l'œuvre, parfois présenter, accueillir des journalistes, présenter les œuvres. On sent quand même que tu as aussi un goût de la transmission oui. inné, enfin, c'est Oui, parce que justement, tu es passionnée, en quoi. fait, je suis passionnée et donc c'est ma passion, en fait, qui sort. Mmh. Donc oui, 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 je suis toujours, très investie, en fait. Je trouve ça fabuleux. Heu, Christian Levett m'a donné une opportunité de c'est comme, si un grand chef prend des ingrédients, succulents, enfin, Mmh. et pour faire un Oui, parce qu'il faut plat, dire que les œuvres, enfin, Christian Levett, a une collection qui est vraiment, très, qualitative. ah,
Des C'est œuvres, c'est une collection incroyable, vaste, éclectique, de qualité, mmh, A+, comme on dit en anglais, de qualité muséale. Donc, c'était comme si on m'avait donné les clés d'une Ferrari et puis il fallait juste que j'apprends à bien prendre les virages. C'était ce sentiment-là, qui était, vraiment fabuleux. Donc en effet, quand je fais les visites et ça continue maintenant avec le FAM, hem j'absorbe tout ce que les artistes, ont créé et ont voulu dire et j'ai envie de transmettre ça. Les recherches que nous, on fait dans les bureaux, qui sont intéressants, j'ai envie de le partager avec le public ou les journalistes quand on fait une visite et puis partager aussi le, l'en la philanthropie de Christian Levêtre, quoi. mmh. Cet homme qui a eu cette passion et cette vision de faire les choses. Je suis honorée d'être ambassadrice de Mmh. ce qu'il fait. Euh, C'est très inspirant. c'est très, très inspirant. Mmh. C'est très inspirant. Et quand on présente justement à une visite journaliste ou VIP, etc., quelque chose dans lequel on y croit, bah, c'est facile. Mmh, mmh mh. Et je te confirme que ça le message passe bien. Merci. Il y a aussi une partie, je voulais te poser la question, parce que du coup, être directrice, il y a cette partie, managériale. Mm. Est-ce que c'est difficile? Ça tu l'as appris aussi finalement un petit peu, de façon empirique. Heu, c'est quelque chose que tu aimes bien? Comment tu gères? Alors ça, c'est quelque chose que je suis toujours en train d'apprendre parce que l'équipe grandit. Parce Mmh qu'au début, on n'était que 2. mh. Donc au fur et à mesure, depuis les dernières années, et surtout depuis qu'on est devenu femme, depuis qu'on a fait cette métamorphose, les équipes grandissent. Mais c'est quelque chose que, voilà, donc je suis toujours en apprentissage là-dessus, je dirais. Mais c'est quelque chose que je trouve très intéressant, c'est toujours cette histoire de transmission. Mmh. Donc on a donc maintenant le sein de l'équipe a grandi, mais avant ça on a toujours eu des stagiaires et je mettais vraiment un point d'honneur que les stagiaires quand ils venaient chez nous ils apprenaient vraiment quelque chose et qu'ils repartaient de là Mmh. avec une richesse de connaissances. Surtout que comme on était une petite équipe, ils pouvaient voir un peu 360 Mmh, degrés ce mmh que mh. c'est la gestion d'un musée, la gestion d'une collection. Donc ça me faisait vibrer de faire ça et de transmettre aussi cette éthique de travail, Mmh. de bien faire, de faire attention aux détails. On a créé un ADN pour le musée. Je ne sais pas si tu l'avais senti, mais le MACM avait un ADN bien spécifique à lui, et je trouve que Femme l'a aussi. Et ça, l'ADN de tout un endroit comme un restaurant, comme Mmh. un hôtel, etc., ça vient des équipes qui le gèrent, je trouve. C'est Et c'est toi qui infuses ça un peu? et Qui oui, enfin, mmh. j'aime que voilà que tout le monde comprend Mmh ça. Donc mh. voilà, le côté managérial, c'est une work in progress, comme on dit en anglais. Donc j'apprends des choses, mais c'est bien, ce côté humain, c'est bien. Mm. Est-ce que, le fait d'être une femme dans un poste, de direction, c'est quelque chose de particulier? Et aussi dans ce milieu, je reviens sur ce milieu-là, cette posture d'être une femme, est-ce que c'est quelque chose de particulier? Moi, j'ai pas vraiment senti des choses particulières là-dessus. Dans le monde des musées, dans le monde de l'art, il y a beaucoup, beaucoup de femmes. Mmh. C'est vrai que jusqu'à récemment, il y a beaucoup de femmes, mais c'est vrai que jusqu'à récemment, souvent les têtes des établissements étaient les hommes. Mais non, j'ai pas vraiment rencontré des difficultés. J'ai navigué de façon assez naturelle là-dedans. J'ai rencontré des personnes, qu'elles soient femmes ou hommes, très intéressants, avec des beaux partages, des belles échanges. Non, non, c'est pour moi en tout cas. Je sais Ouais. que Non, mais ça certaines personnes, oui, mais ouais, j'ai et eu dans beaucoup la de chance. gestion de tous les jours, dans le fait d'être femme, est-ce que, c'est différent? Peut-être, est-ce que peut-être on est plus, hem,
peut-être on a plus d'empathie. Mmh. Surtout quand on est moi j'ai 57 ans, donc j'ai traversé plusieurs périodes de la vie d'une femme Oui, c'est pour ça. et ces différentes périodes de vie de femme ont une, réaction sur, leur performance, leur temps au travail, voilà, toutes les histoires d'hormones, les histoires de garde d'enfants, les histoires on veut pas t'embaucher parce que tu vas aller faire un enfant dans 2 ans. Enfin, toutes ces choses-là. Peut-être je suis beaucoup plus réceptif et pas négatif envers ces choses-là, surtout que je l'ai Mmh. fait. Moi, Mmh. j'ai eu mes enfants, on en a parlé tout à l'heure, et j'ai toujours travaillé quand même. Donc j'ai peut-être plus d'empathie, mais ça, c'est pas très gentil de dire ça. Il y a sûrement des hommes très Oui, avec non, beaucoup c'est pour ça. d'empathie aussi. Euh, mm, Mmh. Est-ce que justement tu parlais c'est vrai qu'être une femme, c'est aussi, avoir des enfin les hormones, on sait qu'on peut être changeant, les émotions et cetera. Est-ce que parfois dans le cadre de ton travail et de tes responsabilités, ça a pu avoir un impact ou? c'est vrai, maintenant que tu le dis, il y a une chose sur laquelle je fais très attention, et c'est mes émotions. Mmh. Mes émotions sont bridées dans mon personnage euh, de directeur, euh, parce que c'est vrai que je me dis, si je commence à crier ou si je m'énerve très fort, j'ai l'impression qu'on va me dire, oh là là, elle est hystérique. J'ai l'impression que un coup de colère ou un coup de tristesse ou un coup d'affirmation. Je Mmh m'affirme mh. donc même sans se mettre en colère. Mmh. Je veux que ça soit comme ça et donc, s'il vous plaît, faites-le comme ça. Souvent, je fais attention parce que des fois, je pense que ça peut être aperçu comme Tu penses que ça pourrait te desservir un peu? oui, mais ça doit être une histoire d'éducation, Mmh. de gens, ah la petite fille, les filles qui chamaillent dans le cours de récré. Mmh. En fait, c'est cette image-là qui me revient, et que je n'ai pas envie d'être critiquée pour ça. Ce qui est pas bon, hein, je pense, c'est Est-ce que oui, si tu t'imagines avoir, cédé, pas cédé, mais laisser aller tes émotions, est-ce que tu penses vraiment, en fait, que ça aurait, eu un impact? peut-être pas. Mmh, Encore je une sais fois, pas. c'est peut-être Mmh. dans ma tête. Je pense qu'il y a Mmh. beaucoup de choses, qui sont, dans notre façon de voir les choses ou de se projeter. Mmh. Bon, reste qu'en tout cas, tu as eu la chance d'avoir, la confiance de cet homme, Christian Lévesque, qui alors en plus a fait un pari, enfin lancé un pari un peu fou en 2024. Qui je crois t'a toi-même, surprise, tu vas nous raconter comment c'est passé et donc il avait ce musée, le MACM, sur l'art classique avec toute une partie, très, très riche. On l'appelait le petit Louvre et puis il vous annonce, voilà, je en fait, on va changer d'ADN justement et on va devenir le FAM, le premier musée en Europe entièrement dédié à des femmes artistes. Alors est-ce que tu peux nous raconter cette aventure? Ah, avec plaisir. C'était, oui, c'était une surprise, sans que ce soit totalement une surprise. Parce que, comme je disais, on gère le musée, mais depuis 2019, on gère aussi toute sa collection privée. Mmh. Et donc, on a vu la, la, Le la, changement d'orientation? la largeur de la collection et dont beaucoup d'artistes femmes. Mmh. Et justement, d'ailleurs, je lui avais sollicité en disant, ah, pour la prochaine expo, j'aimerais bien faire une expo une expo de femmes dans le MACM. Il m'a dit, oui, oui, j'ai beaucoup d'artistes femmes dans ma collection. Je dis, ben oui, maintenant j'ai vu parce que j'ai vu toute la Mmh. collection. Et donc, j'ai vu qu'il y avait déjà tous ces artistes femmes. Et puis, ça ne cessait que d'accroître, mais vraiment beaucoup. Il a sa maison à Florence, il a accroché que avec des artistes femmes. Il a amassé peut-être la collection la plus importante entre mains privées du mouvement d'expressionnisme abstrait
donc un mouvement qui est né aux États-Unis, en fait, quand l'épicentre du monde de l'art a quitté Paris pour New York au temps de guerre et donc a amené avec eux tous les artistes européens, donc abstraits, surréalistes, avant-garde, etc. Et à New York, dans l'école new-yorkaise, est né ce mouvement d'expressionnisme abstrait et qui est un mouvement, le mouvement le plus important sûrement pour les États-Unis, mais qui est très connu pour les artistes tels que Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning, etc. Et pas pour les femmes. Et lui, donc, il s'est beaucoup intéressé aux femmes. Il en avait déjà dans sa collection. Et puis, il a amassé voilà, une collection très importante. Il y a plus d'une centaine d'œuvres de ce mouvement par ces artistes femmes. Et donc, il a accroché toutes ces œuvres dans sa maison à Florence. C'est un palazzo avec des hauteurs sur plafond magnifiques et qui commence à faire visiter aux groupes universitaires ou groupes muséales, etc. Donc il ouvre sa maison, ça devient comme un petit musée maison si Mmh. tu veux. On commence à travailler sur une publication sur ces artistes-là, ces artistes femmes du mouvement d'expressionnisme abstrait. Donc on fait appel à des grands académiques spécialisés dans ce domaine et on publie ce magnifique livre qui devient vraiment un élément de recherche pour les futurs étudiants de l'art, les académiques qui savent pas ce domaine. Enfin bref, vraiment un pointure niveau publication. Donc je voyais déjà tout cet intérêt pour ces artistes femmes et tous ces achats qui continuaient à s'accroître. Et donc, c'est vrai que quand on a eu une réunion, il a dit, voilà, on va changer. Je pense que dans ma tête, je savais qu'on allait vers là. Et c'était quelque chose, moi, qui me plaisait. Mmh. L'idée me plaisait. Donc, il a annoncé. C'est vrai que c'était assez étonnant et on est tous restés un petit peu bouche bée parce qu'en plus, voilà, ça faisait depuis 2011 que le musée est ouvert. Donc là, on est en 2023 et on avait vraiment commencé à créer une réputation très importante pour l'ancien musée. Donc, c'était genre, oh waouh, on va recommencer à zéro. Mais Et tu bien ça, toi, finalement? c'est ça. Après ce mini minute où je dis: «Oh, on va commencer à zéro», je dis: «Oh, génial». Le camion de glace. Exactement. Voilà, la gourmande. Donc oui, c'était une surprise, mais voilà, peut-être ce musique de camion de glace, je l'ai entendu au loin, en fait. Donc c'était, et puis au style de Christian Levett, c'était quelque chose, donc une fois qu'il a décidé, qu'on y aille vite. Donc Mmh. ça s'est très vite passé après ça et Gros challenge. gros challenge à vider l'ancien musée, à rénover le bâtiment parce que le nouveau musée est dans le même bâtiment que Mmh. l'ancien, mais tout a été transformé parce que l'ancien avait beaucoup d'antiquité, donc on avait beaucoup de vitrines. Donc tout ça, ça a été enlevé. Voilà, un gros travail de rénovation qui a duré 9 mois, hein, le temps de faire un nouveau bébé. C'est le 3e bébé pour moi. Et puis voilà, et on a ouvert le 21 juin 2024 en tant que le premier musée en dehors des États-Unis dédié que aux artistes femmes. Alors pour en parler, donc c'est un pari parce qu'en fait, donc il y en a pas beaucoup, voilà, on se rend compte, c'est le premier. Donc Mmh. et ces femmes-là, donc tu parlais de ce courant-là, mais il n'y a pas que ce courant-là qui est exposé, hein, Mmh. dans le musée. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu expliquais qu'en fait, elles ont eu leur réputation, elles ont leur renommée en leur temps, mais complètement rayée C'est de la ça. carte, Oui. de l'histoire de l'art. Oui, oui, oui. Oui, oui. Dans le musée, on représente, en fait, on part de l'impressionnisme. On va de l'impressionnisme à l'art contemporain. Donc, c'est un voyage dans quelques mouvements de l'histoire de l'art à travers le prisme féminin. Donc, on démarre avec les impressionnistes. Et là, en effet, on a des artistes tels que Berthe Morisot, qui était une des fondatrices de ce mouvement. Mmh. Marie Cassatt, l'américaine, qui est venue étudier en France et qui a aussi participé au salon d'impressionnisme. Marie Braquemont, donc tous ces artistes-là. Retournant à Berthe Morisot, elle a fait tous les salons d'impressionnisme, sauf un seul, quand elle était enceinte, où elle venait d'accoucher de sa fille Julie Manet. Donc elle était vraiment une personne très importante dans ce mouvement. Mais
voilà, les récits de l'histoire de l'art n'ont On pas se parlé souvient. d'elle, quoi. Et donc on a oublié. Après, on passe, donc je fais un peu le chemin dans le musée, hein. On passe dans la galerie qui est dédiée à l'avant-garde et le surréalisme. Et là, en effet, si on parle à quelqu'un dans la rue et on dit: «Dites-nous, citez-nous un artiste, surréaliste», on va parler de Magritte, Dali, André Breton. Ben, chez nous, il y a Leonore Fini, Leonora Carrington, Dorothea Tanning, qui étaient des artistes, chefs de file de ce mouvement à leur époque. Donc c'est fabuleux, et tellement de puissance. Voilà, après on arrive dans la galerie abstrait où voilà, là on en a parlé de ces femmes. Et pareil, en effet, surtout, ces, parce qu'en plus, il y a un livre qui est sorti il y a quelques années en arrière qui s'appelle The Ninth Street Women, Mmh. donc les femmes du 9e rue. Et en fait, ce mouvement d'expressionnisme abstrait est né lors d'une exposition sur le Ninth Street. Donc, ils ont trouvé une salle, un endroit vide. Ils ont fait une grande exposition, tous ces artistes ABEX, on les appelle. Et puis, il y avait des femmes qui exposaient aussi en même temps que les hommes. Tous ces gens-là, en fait, on lit dans ce livre, voilà, les soirées qu'ils ont pu passer au Cedar Taverne, c'était l'endroit où c'était Le QG voilà, c'était comme, je sais pas, le café, comment de ça s'appelle? Flore. Café Flore, mais aux États-Unis. Et donc, les hommes et les femmes étaient ensemble, qui parlaient art, qui parlaient politique, qui parlaient philosophie. Ils peignaient ensemble, ils étaient dans les cours ensemble, ils exposaient ensemble, ils s'inspiraient mutuellement. Donc, vraiment, ils avançaient main dans la main. Les femmes de cette époque étaient assez malignes parce que elles ont beaucoup joué sur l'ambiguïté de leur nom Mmh. pour pas mettre une étiquette de genre sur leur art par rapport aux acheteurs peut-être, Mmh. aux galeristes, etc. Donc, par exemple, Lee Krasner, Lee, c'est très ambigu. Corinne Michelle West, elle a toujours exercé sous le nom Michael West. Et D'accord. c'était son ami, l'artiste Achille Gorky, qui lui a suggéré de faire ça. Parce Euh, qu'ils savaient que donc en fait, c'est ça, la question, c'est pourquoi elle se cachait presque. En tout cas, auprès des acheteurs, des galeristes et des collectionneurs et pourquoi elles ont été oubliées? C'était moins valorisé, en fait? C'était moins, Ben, en fait, oui, c'est les historiens d'art, les académiques, les critiques d'art. Il y a une histoire, une anecdote que j'aime bien raconter. C'est une artiste qui s'appelle Amaranth Ehrenhalt, donc une artiste ABEX, qui a fait une exposition dans les années 60 à Paris. mmh Il y a eu un article dans un journal, dans le International Herald, et le critique d'art a vraiment fait des éloges sur cette exposition. C'est une exposition de plusieurs artistes. Il a fait des éloges sur l'exposition en elle-même, pardon, mais il a dit que la meilleure œuvre dans l'exposition était Jump In and Move Around par Ehrenhalt. Il a même mis une photo de l'œuvre dans l'article. Quelques semaines plus tard, l'artiste rencontre le journaliste, le critique, Mmh. qu'il a fait. Et donc, elle est allée lui serrer la main et dire merci beaucoup pour ces éloges. Vraiment, je suis très touchée. Et il le regarde de façon perplexe en disant mais vous êtes qui? Et elle dit Ehrenhalt, Amaranth Ehrenhalt. Il a dit mais vous êtes une femme. Mmh. Donc, est-ce que, voilà, je spécule, mais est-ce que s'il savait quel était le Quelle genre de l'artiste, euh, est-ce qu'elle aurait un article aussi est-ce élogieux? qu'il aurait choisi la sienne d'œuvre? Mmh. Donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment dommage. Ouais. Donc en fait, aujourd'hui, à travers, le choix de Chris Levet et ce musée, il y a quand même j'imagine pour toi presque une mission en fait de réhabiliter toutes ces femmes. Ouais. C'est ça Ouais. qui s'ajoute peut-être, à déjà ton job, Ouais. de directrice et c'est un peu dans les tripes, c'est un peu, Oui. Oui. Oui, oui, c'est beau d'être voilà, à la genèse de quelque chose comme ça et j'espère laisser des traces justement maintenant que nous on va laisser des traces pour dans 100 ans.
avec les publications que Christian a fait, avec la création du musée, avec toutes les expositions hors des murs que nous faisons aussi. Mais c'est ça que je voulais que tu m'expliques un peu parce que, donc j'ai l'impression qu'il y a eu très vite un écho, Mm, assez retentissant partout dans le monde. oui. Oui, vraiment de façon mondiale, ça a fait beaucoup de bruit, et on a même eu parce que le musée pionnière, c'est celui à Washington, Mmh. le National Museum of Women in the Arts qui a ouvert dans les années 80. Donc, eux étaient vraiment les premiers à donner ce plateforme aux artistes femmes. Donc eux, ils sont venus nous visiter, ils ont amené tous leurs mécènes visiter le musée. C'était fabuleux, c'était un moment, vraiment, Génial. super et ils étaient en joie de savoir que maintenant En ces artistes Europe? femmes étaient représentés par un établissement en Europe. Et donc c'est en effet c'est une mission de partager cette information, de faire découvrir toutes ces artistes, toutes leurs œuvres, tout ce qu'elles ont fait. Et c'est un peu compliqué parce que beaucoup de ces artistes à l'époque refuser le titre femme artiste. Mmh. Elle disait: «Non, je suis pas la meilleure femme artiste, je suis la meilleure artiste». Mmh. Oui, comment parler d'elles, sans, les conditionner à leur genre, féminin Et oui, ben, mais c'est en même temps, c'est parce qu'on entend, tiens, les musées dédiés aux femmes que, oui. Mais c'est vraiment quelque chose de très important et enrichissant. Je veux dire, moi, j'apprends tous les jours, mmh, des artistes et j'aimerais vraiment un rêve sera, si on arrête une personne dans la rue, on dit: «Cite-nous 5 artistes», qu'au moins 3 entre 5 soient des noms de femmes. mmh. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, hein. Donc tu disais du coup, le message s'est diffusé, assez rapidement, à travers des expositions hors les murs que vous avez Oui, pu pardon, faire? oui, oui. Oui, oui, oui. En fait, déjà donc par la création du musée, ça s'est vite répandu. L'information a vite voyagé partout dans le monde. On a eu énormément d'intérêt, beaucoup, beaucoup d'articles de la presse internationale, écrite, télévision, radio, Christian Levett est en permanence en train de donner des talks, enfin, des conférences. Il est invité partout pour parler de ces artistes femmes, pour parler de cette mission en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui a pris très 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 vite. Et en effet, oui, on ne se contente pas que du musée femmes, on se contente pas juste d'accrocher les centaines d'œuvres qui sont fantastiques et vaut la peine d'être vues, mais on s'arrête pas là, on va au-delà et en effet, on prête beaucoup d'œuvres partout dans le monde pour les expositions, les rétrospectives pour les artistes, les expositions avec plusieurs artistes, enfin voilà. Oui, parce qu'il a tellement d'œuvres que dans le musée, il y a pas assez de place. En fait, combien il a Ouais, cette collection sur les femmes, oui. de toutes époques confondues, elle fait combien de Alors, heu, que les artistes femmes, on est à presque 700 maintenant dans la collection de Christian Levett et au musée, on peut exposer une centaine. d'accord. Donc on vient, le mois dernier de faire tout un nouvel accrochage, Mmh. où on a changé 75 des œuvres pour justement, pouvoir mettre, en lumière, les artistes, qui étaient pas encore, mis en lumière. Donc voilà, et donc ça c'est super. Ça donne une raison aussi de revenir. Il y a aussi donc à la fin de la visite, on découvre toute une galerie consacrée aux artistes contemporaines, donc Oui. que tu peux rencontrer. Comment elles se sentent dans le monde de l'art aujourd'hui? Est-ce qu'elles s'affirment plus que par le passé? Enfin, en tout cas, est-ce qu'elles sont considérées, Beh, c'est surtout, oui, on a une galerie, donc au sous-sol qui est dédiée à l'art du XXIe siècle. Donc c'est vraiment la fin du parcours et dans lequel, on retrouve des artistes très établis, des artistes contemporaines très établis comme Jenny Saville, Tracey Emin, Sarah Lucas. Mais on trouve aussi des artistes émergentes de partout dans le monde. Mais c'est vrai que quand on est dans cette galerie, quand on est face à leurs œuvres, il y a une puissance qui sort de ces œuvres. Et donc, on sent que c'est des femmes qui ont une voix et qui se font entendre et qui prennent la place qu'elles méritent
dans le monde de l'art. Et à 100% raison, quoi. C'est génialissime. Donc on sent cette puissance parce qu'il y a c'est indéniable que le mouvement, on va dans le bon sens. Il faut pas lâcher prise. Oui, il y a de grandes chances qu'elle ne soit pas oubliée par J'espère, parce l'histoire. qu'elles ont une voix, voilà. Et en l'occurrence, les artistes historiques qu'on retrouve dans les autres étages, bah, c'est nous leur porte-parole. Et ça, je le tiens à cœur, en fait. Mmh. Mm. Est-ce que pour, finir sur ce chapitre, est-ce que dans toutes les femmes, les artistes qui sont, exposées, il y en a une ou plusieurs qui t'ont particulièrement marquée par leur parcours, leur art? Il y en a beaucoup. Elles ont toutes des histoires, certaines ont des histoires tragiques, d'autres des histoires des combats, de la joie. Une artiste contemporaine, Tracey Emin, qui a eu un début de carrière, vraiment c'était l'enfant terrible du monde de l'art. Elle était très provoque et cetera et qui a récemment eu une maladie. Elle a failli mourir, en fait. Et donc, il y a eu une espèce de renaissance parce qu'elle a survécu et donc elle se consacre encore plus à son art. Enfin, elle s'est toujours consacrée à son art, mais là, elle a créé une école pour les artistes, enfin une résidence d'artistes. Elle s'investit dans les futures générations. Mmh. Et puis elle fait toute une analyse parce que son travail est très autobiographique. Donc elle a un parcours qui n'a jamais été simple et Résilient et une résilience vraiment comme beaucoup d'artistes d'ailleurs. Mais une des que je trouve c'est un peu une marraine, hein, des artistes, c'est Louise Bourgeois. Elle a traversé beaucoup de choses. Elle a traversé l'Atlantique parce qu'elle est née en France et elle est est-ce que partie tu à peux New me York. rappeler son époque, pour ceux qui connaissent pas, Oui, courant, donc Louise Bourgeois qui a quitté Paris pour aller s'installer à New York, n'était pas une des artistes d'expressionnisme abstrait, mais était à cette époque, donc dans les années 30-40 à New York, mais qui était toujours une artiste abstrait, pardon, mais elle a vraiment été marraine. C'était quelqu'un, elle recevait d'autres artistes, elle faisait une espèce de salon d'accord, comme toutes les les salons semaines. littéraires, mais Exactement. Et toutes les semaines, elle recevait des artistes qui pourraient venir essayer d'avoir une inspiration, des conseils, etc. Et son œuvre était remplie, était toute, encore une fois, autobiographique, beaucoup par rapport à la maternité, d'être mère. Elle a été traumatisée par une affaire que son père a eue avec son tuteur jeune, donc il a trompé sa maman. Elle a été traumatisée par ça. Sa maman a été vraiment quelqu'un de très fort. Et puis c'était il faisait de la tapisserie. Donc il y avait Louise Bourgeois est très connue pour ses énormes sculptures d'araignées. mmh, Et ces grandes sculptures d'araignées que tu as peut-être pu voir devant le Guggenheim à Bilbao ou ici dans la région à Château-le-Cost, s'appellent Maman. d'accord. Et donc, mais c'est pour les arachnophobes, c'est peut-être pas super, mais c'est la protection qui tisse leur toile, qui protège leurs enfants. Donc, et elle a été maman de 3 enfants, et elle était femme, mais tout ça, sa vie de mère, sa vie de femme, ne l'a jamais empêchée de créer. Elle a été très prolifique pendant tout le temps, jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, pour moi, c'est quelqu'un vraiment que j'admire beaucoup. Et justement, à la fin de sa vie, la dernière exposition qu'elle a fait, c'était une exposition, c'était un travail à 4 mains avec Tracey Emin, l'artiste britannique. D'accord. Donc, Louise Bourgeois a créé des œuvres et Tracey Emin est venue dessiner par-dessus. Et donc, c'était une femme qui était toujours en avant, enfin, en train de se renouveler, avec une ouverture d'esprit énorme, avec une écoute, avec des conseils, mais une femme qui disait l'art s'explique pas, c'est l'émotion.
qui Mmh. compte. Donc elle a traversé des siècles, et elle a traversé l'Atlantique, chapeau quoi. Et puis elle a traversé, le tout, la vie en faisant tout ce qu'elle voulait faire. Mmh. Femme libre et qui ose. Ouais, exactement. Et justement, alors pour conclure, on va aborder le chapitre de être une femme. Alors on en a beaucoup parlé dans le cadre du travail, mais globalement, est-ce que être une femme, traverser la vie en tant que femme, c'est une chance pour toi? Oui, j'aime bien être une femme. Oui. Oui, je sais pas, je me pose pas la C'est pas une question. question que je te Je pose. me pose pas la question, je suis, une être humain, tout comme un homme en fait. Oui, mais on comprend ça, que toi, tu as connu vraiment cet exemple dans ton enfance et que finalement, ça n'a pas été une question, quoi. Oui, Mmh. Est-ce que tu crois au concept de sororité? oui, oui. Oui, Tu oui, je pense que c'est très important, je pense que, l'humanité dans sa totalité devrait s'entraider. Mais c'est vrai qu'il y a indéniablement, des écarts et des inégalités, pour les femmes dans beaucoup, beaucoup de situations. Donc, si une femme peut en aider une autre ou si on peut créer une communauté qui donne plus de force, je pense que c'est très, très important. Et puis il y a cette compréhension, comme on en parlait tout à l'heure, on traverse les mêmes choses, hem, physiquement, souvent, émotionnellement, mentalement, donc il y a une espèce de, voilà, de compréhension entre nous, et je trouve ça, on peut dans ces sororités comme ça, on peut vraiment trouver, des personnes très inspirantes, qui peut devenir mentor ou Toi, quelles sont les femmes qui t'entourent, dans ta vie, des amis, ta sœur, enfin? Oui, oui, j'ai des amis, que j'ai depuis plus de 30 ans. Enfin, je n'ai pas la chance comme beaucoup de gens comme j'ai changé de pays, je n'ai plus dans mes amis d'enfance. Mmh. Mais j'ai des amis, de plus de 30 ans, qui que on a tous des vies, très remplies, donc on se voit pas tout le temps et quand on se voit, c'est comme si on s'est quitté hier et il y a vraiment cette, joie, les unes pour les autres pour, leur réussite, les moments importants dans leur vie, cette soutien dans la tristesse ou dans le désespoir des fois, cette écoute. Je pense qu'il y a une écoute qui est important. Donc oui, oui, je trouve que c'est très important. Quelqu'un m'avait dit récemment que, il y a une citation, mais je me rappelle plus qui est-ce qu'il a dit, qu'il devait avoir une place aux enfers pour les femmes qui n'aident pas d'autres femmes. Il Il faudrait devrait y essayer de avoir oui, faudrait essayer de trouver qui est-ce qui a dit ça et le vraie citation parce que là, j'ai dû le massacrer, mais je trouve que c'est assez, assez juste. assez juste. Mais en revenant à ça, je trouve que tout être humain devrait aider l'autre être Mmh. humain. Mmh. Tu nous as parlé de ton rôle de mère à toi et toi, la relation avec ta maman, elle est toujours présente dans ta vie? Oui. Comment ça a évolué au fil de la vie et même si tu as 55 ans aujourd'hui, comment ça se passe avec elle? Heu, c'est toujours ma petite maman. J'ai toujours besoin de ses conseils. Je suis très proche de Mmh. ma maman. Elle a toujours été là pour moi, elle a toujours cru en moi. Elle m'a toujours donné, la possibilité de déployer mes ailes et de faire ce que j'ai envie de faire et ça, elle continue de le faire. Elle continue à être fière, cette fierté qu'elle a, vraiment qu'elle porte, tout ouvert, de là sur un plateau, je ma mère et il y a 2 phrases que c'est, «Je t'aime». On ne se dit jamais au revoir, sans dire «je t'aime», et «bravo ma fille». Ah génial. Et donc c'est, voilà, c'est quelqu'un qui me donne beaucoup, beaucoup de force et voilà et que j'aime, vraiment beaucoup. C'est super. En plus d'avoir gardé ce lien parce que avec la distance, enfin géographique que tu as pu prendre et côté, relation avec les hommes, donc tu as connu la vie de couple. Aujourd'hui avec, l'âge et cetera, tu serais plutôt,
team, pour être heureuse, vivons seuls ou quel est ton regard sur, la vie, avec les hommes de façon générale? Alors je pense qu'on prend des habitudes à être seul, donc on aura tendance à dire: «Ah non, non, vivons seuls, vivons heureux», Mmh mh. chacun chez soi et on se retrouve au milieu, que je pense est une idéologie, qui marche, hein. Hem, je pense que c'est très en fait, je pense que c'est très important que chacun dans le couple a leur vie. Mmh. Qu'il y a pas cette dépendance totale, qu'on peut rien faire sans l'autre, voilà, donc je pense que ça, c'est très important. Donc ça rejoint ce truc de chacun chez soi, mais je pour moi, ce qui est le plus important, c'est cette, complicité. Mmh. Voilà, et je trouve que la complicité homme-femme, quand on trouve quelqu'un qui est complice, est tellement enrichissant et plaisant. Et drôle des fois et du soutien d'autres fois donc j'aime bien les j'ai toujours eu des amis hommes. J'aime Mmh. la compagnie des hommes. Mmh. Mmh. En quoi ils sont différents, puisqu'on parlait tout à l'heure des spécificités des fois des femmes, eux, parce qui qu'est-ce qui est-ce qu'il y a un trait commun? Je pense qu'il y a peut-être une nonchalance chez les hommes qu'il n'y a pas chez les femmes. Enfin, pas qu'il n'y a pas, mais c'est différent. Un homme va, passer, vite fait à autre chose. Si jamais on n'est pas d'accord sur un sujet, ben, on va passer à autre chose et c'est oublié plutôt que de revenir peut-être, à plusieurs reprises dessus. Donc peut-être le nonchalance me plaît et puis c'est peut-être juste le yin et le yang, c'est notre Mmh. vision des choses. Complémentarité. C'est en complémentarité, c'est ça fait des conversations parce que c'est génial et j'adore quand on a des choses en commun, quand on trouve, une amie, ou même un collègue au travail où on a la même façon de penser, les mêmes Mmh. choses. C'est fabuleux cette sororité, mais c'est aussi intéressant et enrichissant de rencontrer quelqu'un qui a un autre point de vue, une autre vision, une autre perspective Mmh. parce que ça, rien n'est fixé, rien n'est figé. Mmh. Donc c'est intéressant de dire: «Ah oui, mais si on le regarde de ce Mmh. On côté-là, peut apprendre des différences, pourquoi pas?» C'est une autre, Mmh. vision. Je dis pas que tu as raison ou tu as tort, mais ça c'est intéressant de regarder aussi, des fois de prendre un peu de recul et de prendre les regarder les perspectives de chacun, en fait. Mmh. Très bien, tu me fais un pont vers, on s'approche de la fin et des perspectives, justement, le dernier chapitre que j'aime appeler «Oser rêver». Heu, alors déjà, comment tu définirais le chapitre de vie dans lequel tu te trouves aujourd'hui, en quelques mots? Et dans 5 ans, comment tu te vois? Quelles seraient tes aspirations? Alors, la chapitre dans laquelle je me trouve, c'est quand l'histoire monte, 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 monte et là, on est vraiment, Paroxysme climax? voilà, presque, presque, on n'est pas encore là parce que Mmh. on travaille avec le FAM, on a beaucoup, beaucoup de travail à faire, et tous nos confrères qui font un travail fabuleux aussi, de mettre en avant ces femmes artistes. Mais, à 57 ans, après avoir, eu plusieurs vies, une vie de mère, une vie de femme, une vie de jeune fille, qui démarre dans sa vie, d'être dans mon rôle maintenant, avec peut-être la maturité que j'ai, de pouvoir, heu contribuer à cette mise en lumière de ces femmes, mais c'est comme un cadeau, quoi. C'est donc je suis peut-être dans la chapitre Exaltant. de exactement, voilà, le chapitre exaltant c'est où tout est possible. Tout est possible. Voilà, on a ouvert tous les volets, comme ça. Mmh. On ouvre les portes, on descend des avenues, qu'est-ce qu'il y a? C'est on est rentré dans un univers, qui a tellement de possibilités, c'est fantastique, c'est Alors fantastique. justement, quel scénario dans quelques années, parmi tous ces scénarios possibles, quel serait un joli scénario, pour toi, d'ici 5 ans? Heu, c'est très je trouve que c'est une question très difficile à répondre parce que je suis tellement heureuse là, dans le Mmh. présent,
que j'ai du mal à me projeter dans 5 ans. Mais Je j'ai la sensation que, au vu de tout ce que tu m'as raconté, de toute façon, tu es pas tellement comme ça, hein. Tu avances avec la vie, mais c'est sans ça, forcément faire des plans, et comme pour l'instant, elle t'a toujours bien menée. c'est ça, c'est ça. Mmh. J'aime bien aller là où le vent m'amène et saisir des opportunités. Donc c'est vrai que je j'arrive pas trop à me projeter et c'est vrai que je ne suis plus toute jeune. Et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui commencent à parler de la retraite et des choses comme ça, mais ça me passe Mmh. au-dessus de la tête. Moi, j'ai encore Mmh. tellement de choses à faire. Déjà, dans le travail que je fais actuellement, on n'est que au début, on gratte que le surface. Il y a tellement de choses et je suis tellement passionnée par ça. Vraiment, je sais que c'est un cliché, mais j'aime bien citer Confucius quand il dit, «Faites un travail, qui vous passionne et vous travaillerez jamais un Ouais. jour de votre vie». Mmh. Ça a toujours été ma situation et maintenant encore plus. Maintenant, c'est vraiment le summum de Mmh. cette passion et ça me nourrit ma curiosité, ma soif d'apprendre, je suis dans une rêve quoi, c'est rêve de petite fille, Ah bah, alors justement, ma question c'était aujourd'hui, avec le recul, dans la femme que tu es devenue, qu'est-ce qui reste aujourd'hui en toi de la petite fille que tu étais et qu'est-ce qu'elle aurait pensé de toi? il reste tout de cette petite Mmh. fille en moi. Voilà, j'ai gardé mon côté enfantin, je trouve que c'est essentiel pour faire face des fois à le monde qui peut être dur. C'est ça qui est super parce que au regard de tes responsabilités, ça ne t'a pas éteinte, au contraire, c'est cette petite flamme qu'on ressent, que j'avais dit en introduction d'ailleurs. Mmh, Mmh mh, merci. mmh mh. Oui, 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 je suis toujours, j'ai un cœur d'enfant, parce que je m'émerveille, en fait. Je Mmh. trouve que quand on est enfant, on s'émerveille devant tout et c'est mon cas. Je suis, donc voilà et donc il reste beaucoup de cette petite enfant, en moi. Il reste la timidité, malgré le fait que j'ai parlé, sans cesse aujourd'hui, mais Mais alors, mais il la y a une timidité, timidité. parce qu'avec tous les challenges que tu as relevés, dans quel cas, comment tu définis cette timidité? Dans quel cas tu la ressens? En public, quand je suis dans les événements où il y a beaucoup, beaucoup de monde, D'accord. oui. Je suis pas très douée avec en anglais, on dit small talk. Je sais pas comment on dit en français. Mmh. Oui, le public relation, Oui, voilà, parler mmh. du pluie ou du beau temps, je suis pas très douée à Mmh. ça et oui, oui, si je suis au milieu de beaucoup de monde, je suis un peu timide. Ouais. D'accord. Mmh. Mmh. Et qu'est-ce qu'elle aurait pensé de toi? Je pense elle aurait été fière, si Mmh. j'ose dire. Bah, non, mais ose-le, c'est génial de pouvoir dire ça. Et donc pour rester dans la thématique, des chapitres de vie, si ta vie était un roman, est-ce que donc tu aimes l'histoire que tu es en train d'écrire? Ah oui. Oui, oui, Tu oui. changerais rien? Non. Non, non, je changerais, mais vraiment rien. Et si tu avais un message à délivrer aux femmes qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait? Soyez vous, soyez forte, soyez curieuse, soyez aventureuse, heu, croquez la vie, à pleines dents. Heu, soyez vous, soyez heureuse. Et alors vraiment la toute fin, qu'est-ce que tu ressens à la fin de cette expérience? Est-ce que c'était facile ou inconfortable de te livrer? Qu'est-ce que ça t'a apporté de raconter ton histoire? Alors ça m'a j'ai adoré, je pense que j'ai été très, très bavarde. C'était chouette, c'était super de faire cette espèce de compte rendu, en fait, de retourner parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait, parce que je vis pas dans la nostalgie. Comme je disais tout à l'heure, je suis toujours dans le présent. Donc on ne prend pas souvent le temps de s'arrêter et de dire, «J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça» et finalement de pointer tous ces étapes de ma vie avec toi, ça m'a permis de en effet, aimer l'histoire que j'ai écrite jusqu'à là, qui n'est pas encore finie. Loin de là.
Bah, moi, j'étais ravie d'écouter cette histoire et je Merci. te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Florence. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous avez ainsi un aperçu de mon approche et de la façon dont je travaille. Si vous ressentez le besoin de transmettre votre histoire, ou si vous souhaitez offrir à votre mère, votre grand-mère ou un proche ce cadeau si précieux, je peux vous accompagner en tant que biographe. Je recueille vos souvenirs et je vous prête ma plume pour écrire le livre d'une vie. Je réalise également des biographies sonores en interviewant et en enregistrant vos proches afin de préserver leur voix et leurs souvenirs pour les transmettre de génération en génération. Vous pouvez découvrir l'ensemble de mes prestations ainsi que mes 2 romans Je m'appelais Jane et La vérité d'Aurora sur mon site internet desvisesetdesailes.com. À très bientôt pour un nouvel épisode.